Alors en fait, il faut que tu fasses un coup sec. Ah ouais, à coup sec, ok. Ok? Allez, on fait le clap. C'est parti. Ça fonctionne? Salut, moi c'est Vincent, le fondateur de First Stage et du coup de Réseau Pointé. Dans ce podcast, on va parler de confiance en soi, de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et surtout quels sont les bons tips pour diffuser sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'éviter d'avoir un zéro pointé et d'être bon sur Réseau Pointé. Enchanté Jérémy, trop content de t'avoir. T'es le premier de Réseau Pointé version distancielle. Et Enchanté Vincent aussi, c'est super sympa d'être ici. pour la petite anecdote, ça fait juste 45 minutes qu'on a trouvé une solution. Mais bon, pour les prochains, ce sera nickel. Bah écoute, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, même si on voit régulièrement tes posts sur LinkedIn, et nous dire qui tu es et d'où tu viens? Ouais. Alors, Jérémy Guillot, comme j'ai marqué sur LinkedIn, c'est expert LinkedIn. Ça veut tout dire, ça veut rien dire aussi. En gros, qu'est-ce qu'on fait sur LinkedIn? Je bosse avec deux personnes qui m'aident à accompagner les clients et on va trouver la bonne stratégie pour accompagner nos clients sur LinkedIn. Donc, que ce soit de la pub, du ghostwriting, du community management, de la prospection, on trouve la bonne stratégie. Soit on la met en place pour nos clients, soit je les forme, je vais dans l'entreprise, je les forme à mettre en place ces stratégies. Donc Ok, voilà en gros ce qu'on fait. bah, c'est plutôt complet. Et toi, personnellement, comment tu t'es retrouvé à faire ça et aller sur LinkedIn? Alors c'est un peu le jeu du hasard. Je vais pas revenir jusqu'à mes 5 ans, mais pour faire assez rapide sur le parcours, j'ai bougé à Lisbonne en 2017, donc là où je suis basé. Ok, J'ai bossé en marketing dans différentes boîtes, plutôt type start-up. Le problème, c'est que à Lisbonne, le salaire était très bas. Enfin, c'est le salaire du Portugal. Donc, c'était pas fou. J'ai pas eu de chance dans mes différentes expériences. Je gagnais 700, 800 euros pour travailler 40, 50 heures avec des responsabilités à gérer parfois 10, 20 personnes. Donc, ça allait pas trop avec mes objectifs de vie. J'étais allé à Lisbonne pour kiffer, surfer, mais aussi pour bosser et gagner de l'argent. Donc c'était un hmm, peu compliqué en travaillant en local. Donc il y avait deux solutions. Soit c'était de travailler, de monter mon entreprise au Portugal. Et la deuxième, c'était de bosser avec des clients un peu plus internationaux et à mon compte. Donc j'ai choisi cette deuxième option. J'ai quitté mon dernier boulot où ça se passait pas bien du tout. J'ai commencé à avoir une perte de cheveux parce que tu les as bien c'était. retrouvés? Ouais, je les ai bien retrouvés là, c'est bon, là, ça repoussait partout. Mais j'avais fait un début de burn-out où en fait il y avait une sale ambiance dans l'entreprise. J'étais manager, enfin directeur du service marketing. Je devais passer des règles qui n'étaient pas du tout bonnes auprès de mes collaborateurs et je le vivais très mal. Mon corps l'a ressenti. J'ai dit j'arrête et j'ai complètement arrêté cette partie en entreprise au Portugal. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'avais un de mes potes qui venait d'arriver de France, qui était UX designer et qui est toujours, et qui travaillait à mi-temps. À l'époque, c'était il y a 4 ans, 5 ans. Il se faisait 2000 euros à travailler 2 heures par jour. Et Le moi, rêve. avec mon salaire de 700 euros au Portugal, à travailler 50 heures, et lui, il était en freelance, on vivait ensemble en coloc. Je me suis dit, mais il y a un truc à faire là, c'est pas possible, quoi. Donc, quand j'ai quitté mon taf, je me suis dit, je vais me mettre freelance. C'était un peu la ruée vers l'or. Je me suis mis freelance sur Malte, expert en marketing digital. Et j'ai fait 0 euros pendant un mois, 2 mois. Après, j'ai fait 150. En fait, tout le monde s'en foutait. Personne cherchait un expert dans tout en marketing digital. C'était vraiment le. Je me suis dit, je vais devenir riche, je vais faire des missions. Je m'étais mis à 150 euros par jour. Et au final, j'avais rien, quoi. Rien, rien qui tombait. Vraiment que dalle. À côté, pour faire un peu d'argent et quand même vivre, je suis toujours dans plein de trucs. Donc, j'organisais des teufs à Lisbonne. À l'époque, je sortais beaucoup. Je faisais aussi du tuk-tuk, guide touristique Ouais, en ok. tuk-tuk. Ça m'a bien aidé. Et je faisais aussi de la vente, enfin de la location, sous-location d'appartements sur Airbnb.
pour vivre au jour le jour. Et j'ai essayé de lancer cette activité de freelance qui a complètement foiré. Ça a mis 6 mois où en 6 mois, je me faisais maximum 500 euros par mois. Je faisais des missions à 150 euros la journée où les clients ils calculaient à quelle heure je commençais, à quelle heure je terminais, jusqu'au jour où j'ai un client qui m'a parlé de prospection sur LinkedIn, de prospection automatisée. Il m'a mis en contact avec un de ses clients. Il m'a dit, il y a une prospection automatisée, il y a des outils pour automatiser tout ça qui existent. Et je me suis dit, bon, bah top, génial. J'ai pris en main l'outil. Au final, la mission, elle a jamais été faite. J'ai vendu ça à un de mes clients que j'accompagnais sur la refonte de site internet. À l'époque, euh, à l'époque, je vendais ça à 75 euros quoi, au mois. Maintenant, on vend de la prospection à 850 euros au mois. Quoi. J'avais aucune notion des prix aussi. Aucune notion. C'était vraiment n'importe quoi ce que je faisais. Il y avait de la prospection, on vendait ça. J'ai vendu ça à un, deux, trois clients. Euh, Ok. Ça a super bien marché. On était en 2017-2018, donc la prospection sur LinkedIn, ça cartonnait. Je me suis formé à fond aussi sur le sujet en même temps. Et ensuite, j'ai fait en fait comment dire, je sais pas si on peut appeler ça un fake ou un coup de poker. Je me suis mis sur Malte en tant qu'expert LinkedIn du jour au lendemain. Voilà, j'ai fait comme tu vois plein de personnes comme ça maintenant sur LinkedIn qui se disent copywriter, ghostwriter et qui n'ont jamais bossé avec personne. Bon bah voilà, moi c'était au début de l'effervescence de LinkedIn, encore Covid, je me suis mis expert LinkedIn, j'ai eu des demandes pour de la prospection. Ensuite, il y a des agences qui sont venues vers moi pour faire des ads, de la publicité sur LinkedIn. J'avais une vision globale des publicités, mais j'étais pas aussi bon que je le suis maintenant. Donc j'ai juste accepté des missions et j'ai bossé nuit et jour, vraiment nuit et jour pour bien comprendre tout. Je me suis Pour buté rattraper le au- retard que tu avais vendu. Voilà, exactement. Donc en gros, je vendais un mois de travail, mais au final, je bossais H24 sur le truc. J'avais plein de relations qui bossaient en digital, donc qui m'ont aidé. J'ai des potes qui m'ont aidé. J'ai mon frère qui m'a aidé. J'ai plein de trucs en fait, et je me suis buté. Et au final, au fur et à mesure, tous les clients ont été contents parce que je vendais quelque chose et je le faisais. Ouais, il y avait un Je résultat derrière. C'est ça. Je vendais quelque chose et effectivement, quand je le vendais, je n'étais pas expert sur le sujet. Par contre, quand c'était réalisé comme un expert. Donc, je délivrais, quoi. C'était ça qui était important. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir un peu plus de clients et passer de 500 euros par mois à des chiffres d'affaires qui étaient plus intéressants, à avoir un peu plus de liberté, à comprendre un peu mieux comment fonctionnait le business, à comprendre vraiment bien LinkedIn et à développer une communauté sur LinkedIn, principalement en prospection. Et depuis le début d'année 2023, enfin fin d'année 2022, j'ai commencé à publier un peu plus parce que je le faisais pour mes clients, mais je ne le faisais pas pour moi jusqu'à ce début d'année. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'en était ton métier à temps plein. Il y a une autre partie que tu es en train de développer, on en parlera tout à l'heure. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste la prospection sur LinkedIn et en quoi ces grands groupes s'intéressent à ce que tu leur proposes? Donc, je suppose qu'il doit y avoir un petit peu de prospection automatisée, d'organique, peut-être de l'ADS. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors déjà, la prospection, ça a beaucoup changé sur LinkedIn. En 2018, quand j'ai commencé à faire de la prospection sur LinkedIn, c'était beaucoup plus simple, c'était accessible à beaucoup plus de monde. On envoyait un message à une personne, à un directeur du CAC 40, et on avait une réponse. Maintenant, ça s'est démocratisé, ce qui est bien. C'est accessible à beaucoup plus de monde, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont mal faites et il y a aussi un ras-le-bol général des personnes qui reçoivent des messages qui sont pas pertinents dans leur messagerie. Donc, la première étape, je pense, pour LinkedIn, et moi, c'est ça qui m'a permis de développer un gros réseau, c'est bien de prospecter, d'étendre son réseau. Ensuite, ce qui est important, c'est pas juste d'étendre son réseau, c'est d'apporter de la valeur à la personne qu'on contacte. Donc, beaucoup de personnes vont dire la prospection, ça marche pas sur LinkedIn. Moi, ma réponse, c'est que ça marche pas si c'est mal fait. S'il y a un market fit, donc si on va contacter une personne qui a un besoin et qu'on l'approche avec un message qui parle de son besoin, qui parle de ses problèmes et qu'on lui propose une solution, même si c'est de la prospection, même si la personne a été démarchée par 100 personnes avant, si le message il est bien formulé et qu'il y a un bon ciblage, le prospect va répondre et là, on va pouvoir démarrer une conversation. Il y a quelque chose que j'aime bien dire aussi, c'est que c'est
la première phase du tunnel de vente. Dès que la personne répond, tout de suite, je la sors de LinkedIn. Nous, c'est ce qu'on fait. On a plusieurs comptes qui prospectent pour notre entreprise. On a aussi des comptes pour nos clients. Pour notre entreprise ou pour nos clients, c'est toujours la même règle. Dès qu'il y a une réponse, il faut tout de suite qualifier le besoin et tout de suite sortir la personne de LinkedIn pour avoir un appel. Sinon, derrière, tu te retrouves à tourner autour du pot, à avoir une conversation qui est futile. Et la vraie vente, en fait, pour moi, c'est bon, je vais pas en présentiel puisque je suis à Lisbonne, donc c'est compliqué de me déplacer pour faire de la vente. Au Ouais, mais téléphone aussi, j'aime pas trop. un bon Teams, c'est plus efficace, quoi. Voilà, un bon Teams, tu vois la personne et tu as la personne, elle peut sourire, voilà, elle peut s'exprimer et à partir de ce moment-là, la vente est plus simple. Donc la prospection, c'est le point d'entrée. La Mais quand tu prospection parles quand tu parles de comptes, tu parles de plusieurs comptes LinkedIn ou tu parles de plusieurs comptes type Casper, Captain, etc. Alors nous, on a plusieurs comptes LinkedIn. Ok. Par exemple, moi, j'ai mon compte Jérémy Guillot, celui qui a un peu plus de 30 000 personnes. Et j'ai un autre compte là qu'on est en train de développer puisque j'ai dépassé les 30 000. On peut plus trop prospecter, c'est compliqué quand tu dépasses les 30 000. Donc j'ai Pourquoi? développé un nouveau compte. En fait, c'est la limite. Tu peux avoir de plus de 30 000 relations. Tu as une limite de LinkedIn. Donc moi, j'en Mais suis à 29 000. comment ils font tous ceux qui en ont 100 000, 70 000, etc. C'est des abonnés. C'est pas des relations, ce sont des abonnés. Donc des personnes qui te suivent. Et là, en fait, le jeu prend une autre tournure à partir du moment où tu dépasses les 30 000 abonnés. Pourquoi? Parce que tu peux plus ajouter des personnes. C'est des personnes qui t'ajoutent, en fait, qui te suivent. Et quand les personnes t'envoient une demande de connexion, tu peux même pas accepter. Parce que quand tu dépasses 30 000, tu peux plus, en fait. Tu peux plus accepter. Donc, moi, là, je suis à 29 000 contacts et plus de 30 000, abonnés. Et maintenant, j'accepte plus personne, en fait. Juste, j'envoie des messages en demandant pourquoi est-ce que les personnes m'ont envoyé une demande de connexion. Donc, pour pallier à ça, et comme j'aime beaucoup la prospection, Attends, je vais aller vérifier si tu m'as accepté. c'est possible que, je sais pas quand est-ce que tu m'as contacté, mais c'est possible que je t'ai pas accepté. Ça dépend. Faut que Ok. tu vois, en fait, si je suis parce qu'en fait, je peux plus accepter des personnes. Donc, j'ai créé un deuxième compte, Jérémy Guillot, pour faire un peu de prospection. À côté, j'ai deux personnes qui bossent avec moi, qui sont Paco et Elio, qui ont, eux, deux comptes. Donc, moi, on met nom, prénom et prénom, nom. Comme ça fait deux comptes. Donc, ça fait déjà deux comptes pour moi, deux comptes deux comptes pour Elio, deux comptes pour Paco. Ça fait déjà six comptes. Après, on a un compte aussi de Nourane, qui est une ancienne stagiaire qu'on a gardée. Elle nous a laissé son compte. On a juste changé la photo de profil et le nom de famille. On a un faux compte qui est au nom de Pauline qui démarche. Et on a un compte au nom de ma mère, Sylvie. Donc ça, c'est les comptes qu'on utilise pour démarcher nous pour Mais notre business. attends. Ça, c'est pas légal. Si? LinkedIn, sur les conditions de LinkedIn, t'as pas le droit d'avoir une fausse personne. Tu as le droit d'avoir un compte, c'est tout. Après, si tu suis les conditions d'utilisation de LinkedIn, t'as pas le droit non plus t'as le droit d'avoir aucun outil tiers qui te permet d'utiliser LinkedIn. Donc ça veut dire que t'as pas le droit, tu parlais de Casper, t'as pas le droit d'utiliser Casper sur LinkedIn, par exemple. Ok. Donc oui, là, ça en fait, c'est des comptes en fait qui sont à des vrais noms, puisque à chaque fois, c'est des personnes qui existent. Un faux compte, je le conseille pas. Pourquoi? Parce qu'un faux compte, s'il y a une vérification d'identité, il disparaît. Mais c'est des vrais comptes. J'ai un compte que le nom de ma mère, elle existe. Sur sa photo, elle a 20 ans, mais en réalité, elle est un peu plus âgée. Bon, tu le devines, c'est ma mère. Euh, mais c'est des vrais comptes, hein. Après, on les utilise, avec des vrais noms, des vrais prénoms. S'il y a une vérification d'identité, c'est des vraies personnes, mais nous, on les utilise pour démarcher, pour prospecter. Et comment est-ce que tu l'alimentes, ton vrai compte et ton faux compte? T'as fait des copier-coller de la description, c'est le même curriculum vitae, etc. Ouais, alors c'est pas embêté, hein. On a fait des copier-coller de la photo de couverture. Le titre est similaire. Le curriculum vitae, le CV, il est un peu différent, mais quasiment la même chose. Et celui qu'on alimente juste en contenu, c'est mon compte Jérémy Guillot. Donc en fait, tout ce qui est production de contenu, de publication, de sondage, de carrousel, c'est posté sur mon compte, mon vrai compte en fait.
Ok. C'est sur ce compte-là qu'on s'amuse et qu'on va publier, qu'on va commenter et que j'utilise au jour le jour. Et donc, du coup, enfin, comment, ça m'intéresse là, il y a plein de questions, on ne suit plus du tout le fil conducteur, c'est pas très grave. Mais du coup, tu as ces deux comptes, ton vrai compte, ton faux compte, tu publies sur ton vrai compte et tu ajoutes les gens par ton faux compte pour la prospection. Les gens, ils C'est vont juste pour tomber. démarcher. C'est juste pour démarcher, en fait, l'autre compte, c'est juste pour démarcher avec, en mettant en avant nos services, en disant voilà, on fait ceci, on fait cela, on peut vous aider. Donc là, on fait vraiment de la prospection de masse avec tous ces comptes-là pour avoir une première réponse de la personne et tout de suite la sortir de LinkedIn et avoir un call pour derrière comprendre ses besoins, ses problématiques sur LinkedIn et derrière, grâce à ça, pouvoir l'orienter vers une solution, euh, une de nos solutions ou au moins l'aider à se développer sur LinkedIn grâce à des conseils. Et donc, toi, là-dessus, tu disais que faut réussir à offrir du contenu. Ouais, l'idéal, bon après, c'est un long débat. Moi, mon compte principal, donc Jérémy Guillot, l'autre compte, on va appeler Guillot, puisque Ok. j'ai changé, voilà, j'ai changé. Donc, mon compte principal, principalement entre 2018 et 2021, j'ai développé avec de la prospection. Donc, Ok. je suis pas rentré dans cette. Moi, j'avais envie d'hacker les choses en fait. Ça m'embêtait d'aller poster tous les jours, d'aller commenter les posts des autres. Ça me prenait du temps. Je suis pas là. J'aime bien, j'aime plus passer du temps, aller boire une bière entre potes, faire du sport, aller faire du surf, que aller commenter des posts sur LinkedIn ou à publier sur LinkedIn. Donc, mon orientation de LinkedIn, elle est très business en fait. Elle est très très business. Et c'est pour ça qu'au début, mon compte principal, j'ai développé avec de la prospection. Pourquoi? Parce que de la prospection, j'enfonçais des portes, je contactais des personnes et derrière, ça générait du business. Jusqu'à un moment, fin 2022, où on m'a dit, bon, bah, c'est bien, tu produis tu publies une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, mais tu fais pas ce que tu vends à tes clients, en fait. Et c'est vrai que mes clients, je leur vendais des prestations de copywriting, de ghostwriting, et je ne sais pas pour mon compte. Pourquoi? Parce que j'avais assez de business qui était généré avec la prospection et le bouche à oreille. Mais je me suis dit, on va changer un peu ça et je vais mettre en place sur mon compte ce que je recommande à mes clients. Donc de prospecter, mais aussi de communiquer à fond. Et depuis début 2023, j'ai mis en place une stratégie qui est de publier tous les jours. Tous les jours, je publie au moins un post. Et moi, je savais, ça a complètement explosé les chiffres. Je suis passé fin 2022, j'étais à 20 000 abonnés à peu près. Là, maintenant, j'en suis à plus de 30 000. Donc, j'ai bien développé le réseau grâce à ça, en fait, grâce à la communication et à publier à fond, à aller commenter les posts des autres. Mais ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou. Et je le recommande pour des clients. Mais moi, comme c'est voilà, c'est un peu un business qui tourne autour de mon nom, j'avais un peu la flemme de le mettre en place. Et maintenant que je le mets en place, bon, bah, c'est parti, quoi. Je me suis mis beaucoup plus dedans. Ok. Et donc, tout ça, tu le fais à la mano ou tu as des outils un peu pour automatiser? Alors, la prospection, j'utilise Wallaxy en outil. Ok. Donc, pour la Pourquoi ou prospection, Alexis, tiens, ça m'intéresse. Parce que tu as des solutions comme Casper, comme LinkedIn Helper. D'ailleurs, LinkedIn Helper est très très proche de Wallaxy, ça fait la même chose. Pourquoi? Petite pub pour Amandine Barthes. alors, pourquoi Wallaxy? Tout simplement parce que j'ai commencé avec Prospecting, c'est leur ancien outil. J'ai commencé avec, bon, bah, quand j'ai commencé en 2018 ou 2017, je ne sais plus, sur LinkedIn. Donc, j'ai commencé avec leur outil. Après, ils sont passés sur Wallaxy. Je suis passé, j'ai pris un compte en plus avec 20 places à vie. Donc, ça, c'est la première chose, puisque j'aimais bien leur service client. J'aimais bien comment ils fonctionnaient. J'aimais bien leur communication. Donc, ça, c'est la première chose, un peu plus coup de cœur. Ok. Derrière, au niveau des fonctionnalités, les fonctionnalités de Wallaxy, elles sont assez basiques par rapport à d'autres outils comme Linkhelper ou la Growth Machine, qui est ultra développée. Mais pour l'utilisation que j'en ai, moi, qui est principalement de la stratégie de mise en contact avec la personne, et derrière, dès que la personne répond, la sortir de LinkedIn, c'est suffisant.
c'est suffisant pour cette stratégie. De développer le réseau, avoir un premier contact, la sortir de LinkedIn avec des automatisations qui sont demande de connexion, envoi de premier message, envoi de deuxième message. Ça nous suffit et ça fonctionne très bien lorsqu'on fait des belles segmentations de personas sur LinkedIn. Mais derrière, si on veut pousser la chose un peu plus loin, il y a d'autres outils que Wallaxy, comme tu parlais de Linkhelper ou la Group Machine, qui sont beaucoup plus poussés et qui sont très intéressants pour pousser un peu plus loin les automatisations sur LinkedIn. Et un truc que j'aime bien aussi avec Wallaxy, c'est que leur support client, je les ai fait chier et ils ont toujours été réactifs et ça, j'ai quand même pas mal poussé sur pas mal de choses. Donc, il y a eu des bugs et ça a toujours été une bonne gestion des problèmes. Et c'est vrai que j'admire ça dans les entreprises, c'est quand il y a une très belle gestion des problèmes. Joli message. Et là, tout à l'heure, du coup, tu t'expliquais que tu faisais une extraction. Après l'extraction, on rentre sur du business classique. Cette prospection automatisée, du coup, c'est vraiment quelque chose à part entière. On n'a pas parlé des ads publicitaires sur LinkedIn. Est-ce que tu accompagnes les clients dessus? Et justement, quand tu as de l'organique, donc des publications à faire au jour le jour et sur la strat, est-ce que ces deux sujets t'accompagnent les entreprises et c'est quoi ton expertise et tes recommandations? Alors, ma recommandation, déjà, pour reprendre un peu les bases et faire un retour en arrière, c'est reparti en arrière. Quand tu prends LinkedIn, tu as deux axes. Tu as la page entreprise et la page personnelle. Sur la page entreprise, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux publier, c'est top. Tu montres que ta page vit, c'est un peu comme une page vitrine, sauf que derrière, il y a très peu de visibilité. Donc LinkedIn a mis en place le sponsoring, et là, tu peux mettre en avant ton contenu via des publicités, en mettant en avant des posts. Donc ça, c'est la première chose sur les pages entreprises. Et après, tu as les pages personnelles. Sur les pages personnelles qui travaillent dans des pages entreprises, tu as beaucoup plus de liberté. Pourquoi? Parce que quand tu publies, tu es vu comme un utilisateur. LinkedIn a besoin d'utilisateurs, donc ton contenu est plus visible qu'une page entreprise qui est vue comme un portefeuille. Et la deuxième chose que tu peux faire avec ta page personnelle, c'est de la prospection, l'axe qu'on a vu là pendant les quelques minutes avant cette partie. Donc, pour récapituler sur LinkedIn, tu as la partie entreprise avec la publicité et la production de contenu, la partie personnelle avec la partie publication de contenu et prospection. Donc, quand on accompagne une entreprise, déjà, on va comprendre un peu l'investissement des employés, l'investissement du directeur dans l'entreprise. Et idéalement, il faut travailler sur les deux sujets, en fait. Sur la page entreprise, sur les pages personnelles, ou au moins sur la page personnelle du dirigeant ou de quelques décisionnaires de l'entreprise. Donc, quand on va accompagner l'entreprise, on va idéalement mettre toutes ces rubriques, tous ces leviers en place pour l'entreprise. Après, en réalité, tu parlais d'ads sur des gros comptes, par exemple. C'est compliqué parfois, comme on est en contact avec le service marketing, d'aller convaincre le dirigeant d'une grosse boîte de prendre la parole sur LinkedIn. Donc, très souvent, on rentre en business avec une entreprise sur un axe, la publicité, la prospection, la communication. Et derrière, on va leur montrer qu'il y a d'autres axes où on peut travailler. Voilà, c'est ça. Et on va passer sur une prestation qui est beaucoup plus globale à la fin. Ok. Et du coup, par exemple, on va prendre le cas pratique de First Stage. Demain, moi, je veux choper des nouveaux clients. La problématique, c'est que mon prospect, je pense que c'est celui qui est le plus harcelé sur LinkedIn, à savoir nos chers chargés et responsables marketing communication. Je m'étais amusé à faire une campagne d'automatisation où justement ma phrase d'hameçonnage, c'était « Bonjour, j'ai l'impression que vous êtes sursollicité sur LinkedIn de publicité de mes confrères ». Et en fait, j'avais eu énormément de réponses. Bon, c'est très bien, ça m'a pas vraiment sauvé la mise pour la suite du business, mais en tout cas, ils sont sursollicités. Comment est-ce que, justement, quand tu t'adresses à des cibles qui sont autant sollicitées, qu'est-ce que tu préconises pour proposer nos services alors qu'il y a une multitude d'agences et qu'on est en surcompétition tous les jours? Je pense que c'est la même chose pour les cabinets de recrutement, tout ce qui va être dans les services, l'événementiel. C'est quoi ta reco là-dessus? C'est de l'organique, c'est de l'ad, c'est de l'automatisation, c'est quoi? Bon, déjà, pour développer un business, le mieux, c'est de connaître
d'avoir des relations et de pouvoir mettre en avant, créer du business avec des gros noms et mettre en avant ces relations pour générer du business. Après, si tu n'as pas cette chance-là, moi non plus, je ne l'avais pas. Hein. Quand j'ai créé mon business sur LinkedIn, je ne connaissais personne. Et pendant des années, j'ai parlé à personne sur LinkedIn. J'ai fait les choses dans mon coin jusqu'à là, début d'année, fin de l'année dernière, où j'ai commencé à lier quelques liens avec des personnes sur LinkedIn. Mais j'étais vraiment dans mon coin, en fait, à faire mon business. Donc, tu peux aussi le faire dans ton coin, développer ton business. Et tu n'es pas obligé de publier tous les jours et livrer ta vie sur LinkedIn pour faire du business. Tu n'es pas obligé non plus d'avoir 25 000 relations pour faire du business. Ce qu'il faut faire, c'est trouver les bons axes. Et pour moi, la première chose qui est importante à mettre en place, c'est de tester plusieurs leviers et de voir les premiers résultats. Et ensuite, après avoir testé, retester, retester, retester. Bon, je vais pas te dire ça pendant 3 heures, mais voir ce qui fonctionne moins bien. Et sur la partie prospection, c'est top l'approche que tu as mise en place. Pour moi, c'est le genre d'approche originale qui est géniale, qui peut très bien fonctionner. Derrière, la première étape, c'est essayer de générer un rendez-vous avec la personne. S'il y a un refus ou si la personne n'est pas intéressée, elle est dans ton réseau. Donc, ça veut dire que tu peux la relancer à des moments clés. Faut pas oublier, je sais pas, Noël, les vacances, le poisson d'avril, les vacances de ski, la Toussaint. Bon, tu as plein d'événements où tu peux relancer tes personnes. Ça, effectivement, tu vois, on s'était posé la question. Mais après, bon, on en parlera en off. Le but, c'est pas de donner tous les tips dessus. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire des extractions des emails. Parce que le problème de LinkedIn, c'est que c'est en one-one. Tu peux pas faire des slots, par exemple, de 200 personnes pour un message. Donc, quand tu te retrouves dans ta problématique ou la mienne à moindre échelle avec 7000 personnes et que tu veux passer un communiqué et que tu les fais un par un, ouais, tu commences en novembre et puis tu lui souhaites toujours la bonne année au mois de juillet de l'année suivante. Donc, on s'est dit, OK, le seul moment où on peut réussir à shooter tout le monde d'un coup, c'est en faisant une extraction email. Pas encore trouvé de solution pour faire les extractions. Et ma question, c'est est-ce que la majorité des gens mettent vraiment leur adresse pro sur leur compte LinkedIn? Non, il y a beaucoup d'adresses perso, mais Okay. tu peux scraper les bases de données et derrière, tu t'enrichis ça avec des outils comme Drop Contact, par exemple. Donc, tu fais un matching, par exemple, avec un Lusha qui a les adresses email. Tu mets le nom, prénom. Donc, tu fais une extraction CSV de ton contact LinkedIn. Derrière, tu fais un rapprochement avec une base de données. Et ça fonctionne plutôt bien. C'est quoi? C'est nom, prénom, poste. Et puis, il te match Ouais, les deux. c'est ça, ça fait un matching et derrière, tu as ta base de données email. Il y a quelques déchets, donc il faut faire attention après avec le domaine que tu utilises pour faire tes campagnes de cold mailing, mais ça marche plutôt très bien. Ok, et ça, Donc tu c'est de recommandes? l'enrichissement. C'est de l'enrichissement, c'est top. Hein. Pourquoi? Parce que si tu as un objectif de contacter des personnes rapidement, c'est vrai qu'en envoyant 50 messages par jour, si tu as un réseau de 7000 personnes, ça va mettre un peu de temps. Donc, ça permet d'envoyer très rapidement un message à ces personnes. Après, il y a d'autres manières. Là, on est encore reparti sur la prospection, mais il y a d'autres manières de contacter ces personnes en publiant ces personnes te suivent. Si tu as pris un bash pendant la première approche de prospection, elles sont très souvent dans ton réseau, donc elles vont voir ton contenu. Vu que tu les as prospectés, tu as parlé avec eux par message, l'algorithme LinkedIn va mettre en avant ton contenu auprès de ces personnes. Donc, quand tu fais de la publication de contenu, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes voient ton contenu. Donc, elles vont être retouchées avec ton contenu que tu vas publier régulièrement. C'est pour ça qu'on Ouais, recommande toujours, nous, de faire prospection et en même temps publication. Ok. Et est-ce que l'algo, il analyse le fait que c'est du copier-coller d'un message à un autre? Alors là, je pense qu'il n'y a personne qui a vraiment des idées sur exactement ce que fait l'algo. Ou en tout Parce que cas, moi, je ne sais pas exactement ce qu'il analyse exactement. Parce que quand tu fais de la prospection automatisée, c'est vrai que tu regardes ton... D'ailleurs, c'est très très mal foutu. LinkedIn, si vous avez la chance et l'honneur de regarder cette vidéo, quand tu chopes tes conversations, la case pour choper la sélection multiple, c'est les visages des gens. Sauf que le principe de LinkedIn, c'est que tu te souviens du visage des gens. Et tu vois, c'est tout con, mais quand tu dois archiver ou driver, tu feras gaffe. Quand tu fais une sélection multiple, tu vois plus les visages. Et c'est vrai que quand tu regardes le nom, tu fais, mais attends, je me souviens plus de cette personne, qu'est-ce que j'ai raconté? Enfin bref. La messagerie est mal faite. La messagerie est très, très, très mal faite.
Ouais, et du coup, ouais, c'est vrai que tu te rends compte quand tu es en pleine phase de prospection que tu as tout à trier, parce que si tu tries pas tes envoyés et tes reçus, tu t'y perds très très vite, quoi. Bon, on est reparti encore sur la prospection. C'est vrai on revient à chaque fois sur la prospection. On a parlé un peu de stratégie de publication, ce qui est pour moi très puissant et j'étais le premier à le vendre avant de le faire pour moi-même, un peu comme les cordonniers mal chaussés. Mm. Sur l'autre partie aussi qui est intéressante, c'est que là, si tu as une base de données d'adresse mail, Ouais. derrière, tu peux partir en publicité, importer ton fichier CSV. Si tu as plus de 300 personnes dans ton fichier, tu l'importes sur ton compte LinkedIn. publicitaire Campaign Manager de LinkedIn. Voilà. Il va voir, il va matcher, il va matcher ta base de données avec les profils qu'il trouve sur LinkedIn. Si tu as une base de données de plus de 300 personnes, tu peux utiliser cette base de données pour tout simplement retargeter ces personnes de la base de données avec des publicités sur le fil d'actualité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise énormément. Quand on commence un accompagnement pour un client sur de la publicité, on lui demande, est-ce que vous avez des bases de données? Est-ce qu'il y a il y a un trafic important sur votre site internet? Est-ce que vous avez déjà fait du contenu qui est intéressant? Est-ce que vous avez, ouais, enfin voilà, est-ce que vous avez des emails en fait? Est-ce qu'on peut utiliser est-ce qu'on a des leviers pour faire du retargeting? Et ça, c'est un levier qui est super important. Par exemple, si tu retargetes toutes les personnes qui ont visité ton site internet avec une publicité, tu as un taux de conversion, un taux de clic qui va être bien plus important que si tu fais de la publicité auprès d'une cible qui ne te connaît pas. Je prends des petites notes, hein. Ok, Et donc ouais, quoi d'autre? en plus, ça te permet, je suppose, de réduire ton budget, parce que comme tu shootes juste les personnes de ta base, tu te retrouves peut-être avec une dizaine de milliers de personnes et pas un demi-million pour lesquels tu n'as aucun rapport, quoi. Justement, on ne suit plus trop le plan, mais en parlant de publicité et de retargeting, c'est ce qu'on a mis en place là, pour un de nos clients qui s'appelle Cowboy. Ils vendent des vélos électriques. Ils ont révolutionné le marché du vélo électrique. C'est des Belges, ça cartonne. Et ils ont fait plusieurs campagnes de crowdfunding. Là, ils en ont fait une récemment. Et au passage, on a levé 1 million en 2 jours. Donc, c'est une campagne qui a bien fonctionné. Et qu'est-ce qu'on a mis en place, tout simplement, en premier? C'est d'abord du retargeting. On a un profil de l'acheteur de vélo électrique qui est très large. Et quel est le problème quand tu arrives sur LinkedIn? C'est que tu n'as pas ces profils, tu peux pas retrouver ces profils, puisque tu as des données de targeting qui sont professionnelles. Donc le job title, la taille d'entreprise, le niveau hiérarchique, la localisation. Donc si tu veux targeter les personnes qui aiment bien faire du vélo, bon courage. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement, on avait traqué les personnes qui ont visité le site internet sur les 180 derniers jours. On avait traqué les personnes qui ont visité la page LinkedIn. On a aussi importé une base de données de personnes qui étaient précédemment intéressées par l'entreprise. Et avec toutes ces bases de données, on a fait du retargeting, on a lancé des campagnes. Et derrière, pour lancer une campagne, c'est idéal puisque tu as des personnes qui connaissent déjà la marque, qui sont déjà sensibles aux bénéfices de l'entreprise et qui vont être plus à même à s'engager sur les publicités. Donc ça, c'est la première chose à faire, hein. Quand tu lances une campagne publicitaire, c'est essayer de faire du retargeting. Si tu as la chance d'avoir déjà des bases de données ou d'avoir un site internet avec du trafic ou une page entreprise qui fonctionne bien, c'est du retargeting. Ok. Et la page entreprise, parce que en gros, tu arrives à les retrouver parce que ils restent connectés à leur Gmail sur Chrome, par exemple. Et du coup, tu as l'identification de qui t'a visité, ou comment tu le fais, le retargeting sur ton site? Alors, Comment tu dans les retrouves détails, dans les, le profil de la personne? dans les détails, je vais pas te l'expliquer puisque j'arriverai pas du tout à le banaliser. Mais pour faire simple, tu installes un tracker tout simplement sur le site internet, un pixel comme comme le Google Tag Manager, par exemple, comme Ouais, ok. le tag, mais pour LinkedIn. Et derrière, tu analyses toutes les personnes qui vont sur leur site internet. Et vu que c'est lié à LinkedIn, donc LinkedIn fait le rapprochement. Vu qu'il y a un tracker sur le site internet, LinkedIn sait quand la personne a visité une page, sait si tu as mis une balise sur un bouton, quand il y a un clic sur un bouton, et tu peux retargeter toutes les personnes qui ont cliqué, par exemple, sur un bouton. Donc ça, c'est le tracking sur leur site internet. D'ailleurs, sur la page entreprise, tu peux targeter plutôt tous les abonnés d'une page entreprise.
Donc, si tu as un gros groupe qui a quelques milliers, dizaines de milliers d'abonnés, tu peux aller targeter les abonnés du groupe. Si tu as une base email d'anciens clients ou d'anciens investisseurs, tu retargetes ces personnes. Si ta base d'email elle est petite, tu peux essayer même de faire un lookalike, donc trouver une audience similaire des personnes qui ont précédemment investi dans ton projet. Ça, c'est si tu as déjà des moyens à la base, hein. Si tu as déjà une base de données. Et tu vas me dire, ouais, ok, d'accord, mais là, c'est top. Là, tu me parles d'une entreprise qui a déjà développé ça, qui a du trafic sur son site internet, qui a déjà des bases de données. Comment est-ce que tu fais si tu pars de zéro? C'est un peu un autre challenge. Et là, dans ce cas-là, dans cette partie publicitaire, tu peux fonctionner quand tu n'as pas de budget, tu peux fonctionner d'une manière différente, en deux parties. D'abord, générer de la demande et après, générer des leads. Donc, d'abord, la première phase, c'est de te faire connaître de ta cible, phase de notoriété, de connaissance de ta marque par l'entreprise, par tes prospects, où tu vas tout simplement publier du contenu qui intéresse ta cible pour que les personnes retiennent ton nom de marque. Une première phase où les personnes vont se dire, ah, je me rappelle de Vincent, je me rappelle de ce qu'il a mis en place. C'est la même chose sur un profil personnel que sur une page entreprise. C'est tout simplement faire retenir ton nom et faire comprendre à ta cible que tu apportes de la valeur avec des exemples de la production de contenu qui a de la valeur pour ta cible. Et dans une deuxième phase, quand tu as séduit les personnes, tu passes à la génération de leads où là, tu vas te dire, bon, bah, c'est bon, là, ça fait quelques mois que je les alimente avec du contenu intéressant, du contenu gratuit, des webinars, hein, comme tu es en train de faire maintenant. Maintenant que j'aurais donné pas mal de choses, bon, bah, ils me connaissent, ces personnes me font confiance, je vais essayer de générer du lead. Et là, pour une entreprise en publicité, ça va être, par exemple, sur un logiciel, ça va être book démo ou prendre rendez-vous avec notre team ou profiter de 15 jours gratuits sur notre logiciel. C'est une deuxième phase qui est beaucoup plus agressive où là, faut générer du chiffre d'affaires. Donc, c'est première phase, on fait de la séduction, on monte notre valeur, on produit du contenu. Deuxième phase, on va essayer de générer de la demande. Et ça, c'est la même chose sur les profils personnels. Tu donnes du contenu gratuit, jusqu'à un moment où les personnes se disent, ah, mais je me rappelle, Vincent, il fait des énormes webinars, il invite du monde, ses montages, ils sont géniaux, même quand il y a des galères avec le début du live, 45 minutes de live. comme avec Jérémy Guillot, il arrive à bien tout remettre en place et à tout bien monter. Quand les personnes vont avoir un besoin, elles vont venir vers toi. Et quand tu vas les démarcher, elles vont déjà être sensibles à ta personne. Bon, c'est la même chose sur l'entreprise. Nous, les pubards, on appelle ça la notoriété. Ça te ramène jamais du business immédiatement, c'est sur le long terme. Donc ouais, Voilà, c'est resté in mind de chacune des personnes pour que le moment où tu as un besoin qui se déclenche, ils pensent à toi. Mais ça sous-entend d'être super régulier. Sur la publicité, ça sous-entend d'avoir un petit budget déjà. Ok. Et d'être Qu'est-ce que tu régulier. appelles par exemple, si tu prends First Stage, donc nous, on a une base d'à peu près 20 000 personnes, ciblée marketing, communication. J'ai à peu près 7 000 abonnés, 8 000 en cumulé entre, on va dire 9 000 entre la page entreprise et ma page perso. Je veux vendre 4 services. Donc, admettons, j'ai 4 showreels ou un showreel de l'entreprise. Il faut que je m'attende à combien et comment ça se passe? Alors, ça dépend de la taille de la cible. Donc, tu m'as parlé de 20 000 personnes, par exemple. Imaginons que tu as un ciblage où tu cibles tous les directeurs marketing d'entreprises de 10 à 200 personnes qui sont sur la région parisienne. Tu vas avoir quelques dizaines de milliers de personnes. Sur cette taille de cible, l'idéal, c'est de pas… Imaginons que tu as 10 000 personnes. Ça serait inutile de faire une campagne d'un mois avec 150, 200 euros par jour. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que tu aurais un budget qui est trop important par rapport à la taille de ta cible. Donc, l'idéal, sur des petites audiences, et ça, si tu vas… Qu'est-ce que tu appelles petite audience, qu'on ait un ordre d'idée? Quelques dizaines de milliers de personnes. Ouais, quelques dizaines de milliers de personnes. Ouais, voilà. Moi, j'adore travailler avec des petites audiences de 10, 20, 30, 40, 50, 70 000 personnes. Et si tu parles avec des experts LinkedIn, mais enfin de l'entreprise LinkedIn, donc des mecs qui t'aident, des mecs ou des filles qui t'aident sur la partie publicitaire,
Eux vont te dire non, il faut au moins 150 000 à 300 000 personnes Bah, pour c'est dans faire. leur intérêt parce que ça fait tourner la boutique. Ouais, ça fait dépenser, sauf que si tu arrives à avoir une audience de 10 000 personnes qui est ultra ciblée, bah, c'est génial. Pourquoi est-ce que tu veux la développer avec 100 000 personnes et dépenser plus de budget? Donc, ce que je préfère, c'est travailler avec une petite audience, un petit budget, voir les premiers résultats. Si ça fonctionne bien et que le budget, il se dépense bien, que les maîtrises comme le coût par clic, enfin, les différentes maîtrises que tu as sont bonnes, dans ce cas, tu augmentes le budget. Et tu vois si ça améliore les résultats en augmentant le budget. Et si tu as un public que tu peux élargir, bah, tu élargis et tu augmentes le budget et tu vois comment ça fonctionne. Mais tu y vas au fur et à mesure quand tu es sur des petits comptes. Parce que tu vas pas cramer 10 000 euros le premier mois sur un petit compte alors que c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. Il faut être malin aussi. Il faut être malin, il ne faut pas rentrer dans ce jeu que certaines agences disent qu'il faut au moins 10 000 euros pour commencer sur du LinkedIn Ads. Non, il faut bien gérer la chose. C'est tout. Il faut que ce soit bien fait. Et si ces agences demandent 10 000 euros pour commencer sur LinkedIn Ads, c'est juste qu'elles prennent 75% du budget média, enfin des 10 000 euros pour la gestion, quoi. Mais sur la publicité, tu peux déjà, si tu règles bien tout, t'amuser avec une vingtaine, trentaine d'euros par jour. Ok. Ça fait combien de 30 euros par jour sur 30 jours? 900 euros. 900 balles. Ouais, Ok. ça fait 900 euros. Le budget minimum, c'est 10 euros par jour. Donc, avec 10 euros par jour, tu vas pas très loin. Ça fait du 300 euros par mois. C'est le minimum que tu peux mettre sur LinkedIn. Et- D'ailleurs, Ouais. derrière, avec un petit budget comme ça, il faut vraiment bien optimiser tes publicités et pas avoir une taille de cible importante. Mais ta cible, au bout de combien de temps? Parce que on peut se poser la question de si je mets 30 euros par jour, au bout d'un mois, toute ta cible, elle l'a déjà vue, ta pub. C'est pour ça qu'il faut mettre plusieurs visuels. Et il y a quelque chose qui est génial sur LinkedIn, c'est que tu vois la fréquence de vues de tes pubs. Donc, si tu as une cible, tu fais une campagne de ta cible, tu vois que les personnes, tu as répété la fréquence quand tu es apparu à une fréquence de 2 fois, 3 fois, 4 fois sur un temps donné, il y a un moment où tu dis, bon, bah, on va arrêter de leur diffuser la même pub ou les mêmes visuels parce que ces personnes-là ont vu tant de fois la pub. Ouais, cool. Même quand je bosse avec des gros budgets, si j'ai des comptes qui dépensent voilà, 1500 euros par jour. Ça, c'est des gros comptes. Ouais. 1500 euros par jour, tu te dis, OK, c'est un gros budget. Après, si tu répartis, nous, on répartit en plein de sous-campagnes. Donc, tu divises ce 1500 euros par jour en plein de sous-campagnes. Et tu te dis, quand est-ce que je dois augmenter le budget? Quand est-ce que je dois baisser le budget? Bah, c'est tout simplement quand il y a un moment où tu vois que tu as touché les personnes 3 fois, 4 fois avec les mêmes visuels et que tu vois que tes résultats baissent. Tu dis, bon, bah là, faut arrêter, il faut mettre des nouveaux visuels. Et c'est comme ça que tu reproduis et que tu dis qu'il faut changer ta manière de fonctionner. Ouais, parce que du coup, tes 30 euros par jour, c'est pour une campagne. Donc, si tu mets deux campagnes, enfin deux visuels en même temps pour diversifier, tu vas payer 60 euros par jour. Une campagne, tu peux mettre 10 visuels. Ok. Donc, tu payes pour la campagne et après, LinkedIn va diffuser les visuels. Donc, tu mets 10 euros minimum par jour pour une campagne et derrière, tu peux mettre en ligne 1, 2, 3, 4, 10 visuels. L'idéal, c'est de mettre 4 visuels. Comme ça, tu peux tester les visuels. Ça ne se répète pas trop et tu vois après ce qui fonctionne le mieux. Ok. Ouais, bah là, on est sur du classique, de l'ADS, comme ça fonctionne avec du SEO. Voilà, c'est ça. Et comme sur les autres plateformes, il y a un hack que j'adore sur LinkedIn, c'est de faire du retargeting sur les vidéos. Donc, tu mets une vidéo, tu diffuses à un maximum de personnes et derrière, tu retargetes les personnes qui ont vu 75% de la vidéo. Parce que si tu as fait une vidéo de 3 minutes et que des personnes ont regardé 75% de la vidéo, ça veut dire qu'elles ont un intérêt sur ta boîte. Ça, c'est un hack qui est sympa à mettre en place. Ouais, à checker sur notre teaser de 2 minutes de réseau pointé, du coup. Voilà, c'est ça, exactement. Alors attends, parce que j'ai pris tellement de notes que je sais même tout. Yes, bah justement, on était en train de parler des case studies, donc tu nous as parlé de Cowboy, et tu m'as aussi évoqué que tu faisais de la formation. C'est la finalité, c'est quoi? Parce que je suppose que tout ce niveau d'expertise que tu as eu, c'est impossible de former dessus. Donc c'est quoi? C'est le bon réflexe pour préparer le travail si on veut aller plus loin? C'est pourquoi? C'est pour que les personnes soient autonomes sur certains sujets. Sur les formations que je donne,
en général, l'idéal, c'est d'avoir, si vraiment tu veux être de A à Z et avoir un champ de vision globale sur tout sauf la publicité. J'enlève la publicité parce que la publicité, c'est un autre monde. C'est un peu plus un monde de geek, je trouve, avec toutes les métriques. Mais sur la partie prospection, production de contenu, image de marque, branding, incarnation du dirigeant, ce genre d'axe sur LinkedIn. Ça, c'est l'idéal, c'est d'avoir 2 jours complets pour que les personnes soient autonomes sur ces sujets. Et là, sur la formation, en fait, c'est quand il y a un besoin dans l'entreprise d'être sur LinkedIn, mais qu'il y a aussi une envie d'internaliser ça. Donc, quand il y a des personnes qui s'intéressent, même si j'ai toujours des réfractaires et c'est pas un problème parce que c'est normal. On Et m'a je suis le obligé à premier. faire cette formation. Ouais, mais c'est normal et je les comprends parce que moi, je suis pas du tout une personne des. C'est compliqué parce que si tu vois que je poste une fois par jour, tu te dis ouais, c'est un geek pseudo gourou hashtag influenceur, mais non, moi je suis pas du tout comme ça et c'est vraiment pour le business, donc ça génère du business d'être sur LinkedIn et ces personnes-là en fait, c'est facile pour moi de les convaincre parce que j'ai pas Instagram, par exemple. J'ai supprimé Instagram depuis longtemps. J'ai pas Facebook, j'ai supprimé aussi depuis longtemps. Je vais que sur LinkedIn et je fais que une utilisation des réseaux sociaux pour le business. Donc, quand je leur présente LinkedIn, je leur dis pas allez scroller sur LinkedIn tous les jours pour voir ce qui se passe. Non, je leur montre par A plus B que c'est un endroit où tu peux vraiment générer du business. Donc, les personnes qui sont réfractaires ou réfractrices, je sais pas si tu peux couper l'accord lors du montage, mais c'est pas grave. Pour ces personnes-là, c'est pas un problème pour les convaincre en fait. Parce que tout le monde veut générer du business, que tu sois pour ou contre LinkedIn, pour ou contre les réseaux sociaux, tu veux générer du business et améliorer ton utilisation des différents outils pour ton boulot. Donc ces personnes-là, dès qu'elles ont un besoin, j'arrive en entreprise, soit en visioconférence, comme on se fait maintenant, soit sur place, et je vais former les équipes, que ce soit les équipes RH, que ce soit les équipes marketing, que ce soit des équipes commerciales. On adapte le programme aux besoins et on les forme pour que les personnes soient autonomes et au moins aient les bases pour développer cette stratégie sur LinkedIn. Et en 2 jours, t'arrives en Des 2 jours, gros c'est résultats. lourd. Hein. 2 jours, c'est lourd. Hein. Tu arrives à refaire un profil d'entreprise, à refaire les profils personnels, à faire comprendre comment fonctionne l'algorithme, à faire des cas pratiques pour rédiger des publications, pour comprendre l'algorithme et comment publier, quels sont les différents formats, passer sur la prospection, pour parler des différentes manières de trouver ton personnage sur LinkedIn, des messages d'approche, même d'automatiser tout ça. Et après ça, après 2 jours, on envoie le support et les personnes sont Ça déjà fonctionne. autonomes et si elles ont besoin, elles ont le support. Après, oui, tu as toujours des choses que tu peux perfectionner, mais Ouais, mais il y a un après, moment où ça, il faut passer à l'action. bon, c'est quand même, tu sais, il y a de plus en plus, nous, de clients qui font les petites vidéos interviews collaborateurs en interne et qui nous demandent de les monter. Avant, on se disait, putain, mais en fait, c'est une perte d'argent indirectement, et c'est ce que je dis en rigolant aux clients. Ils font de l'économie sur le tournage, mais ils font des pertes sur le montage, parce que comme c'est pas leur taf, bah, il y a des trucs qui vont pas et tout le monde toujours s'y retrouve. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la trame de fond, c'est l'expertise. Et ça, l'expertise que toi, nous, on a acquis, bah, c'est pas en 2 jours qu'elle sera là. Donc, ça te permet d'avoir des très bonnes bases. Et derrière, il y aura toujours des choses en plus à amener. D'ailleurs, ça m'amène à une question qui est, est-ce que tu proposes aussi, on va dire, un peu des scanners de l'état des lieux sur LinkedIn, tu vois, c'est-à-dire que demain, que ce soit même pour nous ou des clients, tu vois, avant de prendre une décision et des actions, parce qu'effectivement, si on fait tout, ça commence à représenter un budget. Est-ce que tu proposes un espèce d'audit de par où commencer pour atteindre les objectifs? Oui, bien sûr, bien sûr. Sur cette partie-là, euh, on s'adapte en fait sur les besoins des personnes. Par exemple, il y a des personnes qui vont me demander, qui ont une problématique et on va se faire un appel en fait de 1 heure, une sorte de coaching. Même si j'aime pas trop le terme coaching parce que ça fait un peu, bon bref, j'aime pas trop ce mot coach. Parfois, ça fait un peu vendeur de tapis. Mais voilà, je peux faire 1 heure de coaching avec une personne où je l'aide à développer des sujets. Des audits, on en a fait sur des campagnes de prospection, par exemple,
où on a accès au compte, on va regarder comment est mis en place la campagne de prospection. On va avoir un call avec la personne en lui posant quelques questions. D'ailleurs, on va produire un document pour lui donner différents axes et après débriefer avec la personne pour qu'elle soit autonome sur ses campagnes de prospection. Pareil sur les pubs, hein. Souvent c'est sur la publicité LinkedIn où des personnes ont besoin d'aide sur la publicité LinkedIn. On a eu je dirais pas le nom parce que c'est un très très gros compte et bref voilà. On a eu un audit qu'on a fait pour une marque dans la cybersécurité. Je fais attention de pas donner le nom. Qui avait dépensé 75 000 $ en publicité gérée par une agence anglaise en publicité sur LinkedIn et qui avait généré, roulement de tambour, un lead. Donc, tu vois, ça, c'est par exemple le genre de. Et tout était mal programmé, c'était un bordel pas possible. Ça nous a pris un temps fou et on a fait un audit complet en fait de la stratégie de la marque avec des recommandations. Bon, les recommandations, c'était pas très compliqué parce que vu ce qui avait été fait, c'était un bordel. Mais voilà, on peut aussi intervenir dans une partie plus consulting, recommandation sur les stratégies. C'est un peu comme de la formation, en fait. C'est entre la formation et la mise en place de notre côté. Très stylé. Bon, et tout ça, de toute façon, là, on vient un peu de perdre 1 heure de notre temps pour expliquer ce que c'était le à la mano, parce que j'ai cru comprendre que ChatGPT allait prendre le relais et tous nous remplacer. Ouais, donc c'est fini. On va tous changer de travail et moi, c'est top. J'en trouverai un autre où j'irai plus surfer. En fait, en réalité, c'est pas vraiment une fin du métier, mais plutôt une phase qu'il faut prendre en fait. Il faut prendre le bateau, il faut prendre. C'est une révolution qui va changer la manière de travailler. Il faut juste l'adapter. Donc là, par exemple, je vais donner un exemple concret parce que nous, ChatGPT, on l'utilise au jour le jour dans notre business. Et ça nous a permis en fait de développer des axes qu'on ne faisait jamais. Il y a 1 an, j'avais des clients ou des prospects qui me demandaient de faire du community management. Donc, d'aller publier sur leur compte, mais aussi d'aller commenter à leur nom ou au nom de l'entreprise des posts qui passaient sur LinkedIn. Et ça, à chaque fois, je refusais. Pourquoi? Parce que aller commenter des comptes avec félicitations, bravo, parce que tu comprends rien aux posts qui sont écrits et c'est pas ton expertise, je trouvais ça inutile. Donc, on refusait à chaque fois et ça me saoulait en fait de faire ça. Maintenant, ça fait 3 mois qu'on a, grâce à ChatGPT, on arrive à prendre ses clients et à leur proposer des solutions qui sont ouf en fait parce que on paramètre ChatGPT avec toutes les données du client. Pas des données confidentielles, bien sûr. Je vois toutes les personnes qui vont dire données confidentielles, ChatGPT. On fait juste un profil du client sur ChatGPT et on va lui mettre des bonnes pratiques de commentaires. Et derrière, on copie-colle les posts qui apparaissent sur le fil d'actualité. On les rentre dans ChatGPT et ça nous produit des commentaires. Et on arrive à produire des commentaires qui sont sur des sujets où on ne connaît rien du tout, qui sont ultra pertinents et qui ont quasiment plus de likes parfois que le post en lui-même. Et on arrive à faire ça justement pour nos clients. Donc maintenant, avant, on allait devoir passer en 1 heure écrire un commentaire sur un post. Maintenant, en 1 heure, on en produit à fond. On allait faire du community management à la place des personnes. Et en plus, les commentaires, ils sont ultra quali. Et ça permet d'avoir de la visibilité auprès de leur réseau. Donc ça, on le fait pour nos clients. Avant, on l'a testé pour moi et mes 2 collègues le font sur mon compte. Désolé pour les personnes qui ont vu des longs commentaires sur leur post. C'est ChatGPT où on va prendre en fait le post et on a 3 trucs, on a 3 types en fait. On a le commentaire méchant. Après, le envoyé commentaire... depuis mon iPhone, il y aura marqué Jérémy est Ouais. en train de surfer. Ouais, c'est ça. Mais en fait, là sur ça, on arrive à produire quoi? Des commentaires drôles et des commentaires d'experts. C'est 2 commentaires qu'on produit. Et j'ai des commentaires qu'on fait 30, 40, 50 likes sur des posts et qui étaient entièrement faits avec ChatGPT. Et c'est mes 2 collègues qui gèrent ça. Donc ça fait évoluer le business au niveau community management. Mais derrière, quelle est la valeur ajoutée, tu vois? C'est-à-dire que faisons une projection à 5 ans, tu te mets sur LinkedIn, tout le contenu, c'est du ChatGPT, analysé par des robots, créé par des robots. Quelle va être la plus-value de se balader sur un LinkedIn dans 5 ans? Tu vois, je fais une extrapolation, mais... Alors, le contenu,
au jour le jour, tu peux toujours pas l'automatiser parfaitement sans avoir une expertise derrière. Sinon, c'est le même contenu. Tout le contenu que je produis, moi, je parle d'aller répondre sur des posts, donc des commentaires. Ça n'a pas une grosse place non plus sur LinkedIn, des commentaires par rapport aux posts. Bon, ça a de l'importance, c'est important parce que tu peux développer ton réseau via les commentaires, mais la chose la plus importante sur LinkedIn, c'est les publications aussi. Et sur les publications, pour faire un post sur une expertise avec de l'intelligence artificielle, bon, c'est pas encore au point pour l'instant. Et ça nous aide en fait pour le brainstorming. Pour une Ça nous base. aide, voilà, pour la base. Et après, on va aller pousser la chose. Après, derrière, qu'est-ce que ça va faire dans 5 ans, 10 ans? J'en sais rien. Et moi, je suis orienté business, je suis orienté concrètement ce que ça m'apporte maintenant. Et concrètement, actuellement, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace dans les stratégies qu'on met en place pour nos clients et pour nous. Donc, derrière, ce que ça va faire dans 5 ans, 10 ans, je ne suis pas un fervent défendeur des réseaux sociaux. Si ça kill LinkedIn et qu'il n'y a personne sur les réseaux sociaux, bon, bah, tant Façon pis, voilà, il y polie a de d'autres choses. Jérémy de me dire Vincent, ta question est pourrie. Non, mais en fait, Ça rapporte des ronds, alors je le fais. non, mais il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi, en fait. Nous, on a une politique qui est très. Ce que veulent nos clients, c'est des KPI, en fait, c'est des résultats. Bah ouais, Donc, non, nous, de toute façon, on leur vend ça, en fait. c'est comme beaucoup de sujets, c'est-à-dire que dans la forme, tout le monde est contre, et dans les faits, tout le monde le fait. C'est l'histoire du scrapping il y a 5 ans. Tu viens 5 ans en arrière, tu parlais d'automatisation, de scrapping, on disait aujourd'hui, c'est un peu, tu pointes des doigts ceux qui n'ont pas mis des systèmes d'automatisation dans leur boîte. Donc, C'est banalisé. Puis, ouais. Puis après, putain, pardon. Ouais, Vas-y, dis-moi. vas-y. Non, j'allais dire que C'est bon, vas-y. quand tu prends en comparaison maintenant, et malheureusement, les pigistes qui sont payés au lance-pierre et qui font des articles qui des fois sont vraiment bien pourris dans le fond, et que tu prends un ChatGPT qui a accès à une base de données qui est monstrueuse, et effectivement, peut-être que la syntaxe est merdique, mais les éléments de fond, que ce soit les dates, les recherches d'expérience, les résultats, malheureusement, en fait, souvent ces contenus sont plus pertinents et plus enrichissants dans l'information que tu vas en tirer qu'une pige qui est faite à la va-vite, quoi. Exactement. Et les utilisations, elles sont. En fait, tu disais que la production de contenu par ChatGPT va être un peu plus bateau. En fait, ça dépend comment tu Comment l'entraînes et tu le comment tu lui programmes de parles. base. C'est ça. C'est ça. Et d'autres utilisations qu'on a, donc pour le community management, on a ça. Pour la prospection, ça peut aider à créer des messages de prospection. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre? Pour les ads. Par exemple, pour des ads, quand on travaille pour des clients anglais, où je suis un peu moins bon en copywriting en anglais, ça m'aide beaucoup. Aussi, si j'ai un énorme brief d'un client pour des ads, j'ai bien paramétré ChatGPT avec un énorme prompt que je peux personnaliser Nous, pour tu vois, générer du contenu. dans notre métier, bon, on ne l'utilise pas aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à être sur 15 000 fonds, mais quand tu fais un storytelling de marque et que tu te dis, OK, je dois faire un film qui raconte la marque, c'est clair que tu paramètres en fait l'histoire, la date, les valeurs, et tu as une belle histoire qui est pondue direct, hein, il n'y a pas à dire. Mais petite question, ça existe, c'est dans un monde utopique, hein, mais des logiciels qui te permettent de faire tu fais ta prospection automatisée, qui va t'ajouter, tu sais, tes second ou third connections sur LinkedIn, tu as un first message. Est-ce que tu as une IA à l'heure actuelle qui te permet de personnaliser ce petit texte de 300 caractères ou 150, je sais plus, par rapport au profil qui vient d'analyser? Alors, c'est en développement dans pas mal de boîtes, je sais, j'en ai entendu parler. Pour l'instant, c'est à la main en fait que tu dois faire. Comme quand tu fais une campagne de mailing, par exemple, où tu prends l'emlist, tu peux personnaliser la première phrase, en fait, la première variable qui est la première phrase. Donc, dans ce cas-là, il faut juste faire à la main de ce que je connais, hein. Après, ça évolue très vite. Peut-être que là, au moment où j'en parle, c'est déjà apparu, c'est déjà sorti. Pour l'instant, moi, les seules choses que je vois, ça m'aide à construire des messages pour chaque segment en fait de chaque segment de prospection. Et derrière, si j'ai envie de personnaliser la première phrase d'approche, ça m'aide. Et cette phrase d'approche, tu peux la mettre en variable dans des scénarios de prospection.
Ok. Bah, ça, Après, c'est à suivre. Est-ce que tu connaissais, petit tips que j'ai découvert grâce à Grosse Tribe, c'est la formation, je sais pas si tu l'as suivi, super intéressant, by the way. Et petite pépite que j'ai découvert, c'est le logiciel Crystal. En fait, Crystal, c'est un plug que tu rajoutes à ton Chrome. Et en fait, il va analyser le profil LinkedIn de la personne, donc les couleurs dominantes, la syntaxe qu'il emploie, est-ce qu'il utilise des smileys, la longueur de ses textes, est-ce que c'est des phrases qui sont affirmatives, interrogations. Et en fait, il va te faire du coup un persona type de cette personne. Il va dire, bah voilà, ça c'est quelqu'un qui est plutôt, et ça me fait penser à Pascal Aumont, avec qui on a fait un réseau compté, mais sur un disque rouge, un disque jaune, un disque vert, un disque bleu. Ce mec, tu dois l'aborder en lui tutoyant ou en lui voyant, en faisant une blague ou en étant très sérieux. Et ouais, c'est vrai que Crystal, c'est quand même pas mal. Bon, après, normalement, si tu es un petit commercial ou un marketeur qui tient la route, tu es capable de le voir par toi-même, mais c'est vrai que ça peut faire. Enfin, le champ des ça, c'est possibles génial. sur les outils C'est est génial. incroyable. C'est génial, mais encore une fois, là, c'est d'approche, en fait, et on aime bien différencier ces choses-là. Il y a l'approche de prospection de masse, qu'on peut personnaliser au maximum, avec plein de variables. Et là, à mon avis, avec Crystal, c'est plutôt de la prospection une par une. Ouais, Donc vraiment, complètement. ouais. Bah, nous, ça nous avait beaucoup aidé parce que tous les ans, je prends une ou deux personnes en alternance en marketing et en commerce. Et c'est vrai que tu n'as pas encore le retour d'expérience de réussir à mettre un peu les gens dans des cases. Et cet outil, il est génial parce que je leur disais, bah, tu vois, là, cette personne, faut plutôt que tu la tutoies, celle-là, faut plutôt que tu la vois. Là, il va être intéressé par nos tarifs. Celui-là, il va plutôt être intéressé par l'expérience client. Et c'est vrai que ça permet quand même de t'aider à aiguiller, que ce soit des juniors ou même des personnes qui onboard ta boîte sur comment est-ce que tu peux adresser et présenter tes services, quoi. Mm. C'est sûr, mais ça, je trouve ça top. On l'utilise pas, nous. On l'utilise pas, mais je pense que c'est top, effectivement, pour bien cerner le profil de la personne. Bon, bah, trop Et cool. après, tu peux peut-être l'automatiser en fait, hein, parce qu'après, je pousse pas les automatisations. Mais enfin, je pousse pas. Au passage, j'ai fait un webinaire qui ce matin là, où on a Mais tout cassé justement, avec un j'allais pote. j'allais te Et, lancer dessus pour te. parce que moi, je suis pas très bon en automatisation Est-ce que de tu pourrais process en no nous code. donner, est-ce que tu peux juste nous donner le contexte de ce live? Parce que c'était quand même assez dingo ce que vous avez fait. En gros, pour t'expliquer, j'étais intéressé par ChatGPT. Je voyais qu'il y a pas mal de contenu qui passait. J'avais un petit effet FOMO où je me disais que j'avais pris la vague LinkedIn et Ouais. j'avais bien monté un business sur ChatGPT. Je me suis dit, je vais disparaître. C'est dommage, ça fait 3 ans que je m'amuse bien avec LinkedIn et que c'est super rigolo d'accompagner plein de gens. Tout va être révolutionné. Je disparais dans 2 mois. Je voyais plein de contenus qui passaient, notamment de Brice, à qui j'ai fait le webinaire aujourd'hui. Et je lui ai envoyé un message il y a 2 semaines et j'ai dit ouais, j'adore le contenu que tu fais, ça m'apporte de la valeur. Et viens, on se fait un call. J'aimerais bien lancer une formation, mais j'ai peur de le faire tout seul. J'ai la flemme de le faire tout seul. Le lendemain, on a un call. Il me dit vas-y, ok, c'est parti. On va tenter le coup, on va faire un truc. Au pire, ça fait un bid. Au pire, et au mieux, ça fonctionne. Il y a 7 jours, donc c'était l'événement aujourd'hui. On crée l'événement LinkedIn et on bombarde avec un carrousel par jour. Donc, ça sert d'avoir une communauté. Lui, il a une vingtaine de milliers de personnes et moi, j'ai 30 000 et quelques personnes. On fait un carrousel par jour où on parle de cette formation qui arrive, de ce webinaire gratuit sur LinkedIn. On crée l'événement LinkedIn et on invite plein de monde sur l'événement. On publie à fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a eu des dizaines de participants. On s'est dit, on va essayer d'avoir 500 personnes. Au final, on a eu 500 personnes très rapidement. On a eu des centaines de personnes. On a fini à 3000 et quelques personnes de présence sur l'événement. Et ça, c'était une semaine, en une semaine. Et l'événement, on l'a créé réellement sur LinkedIn il y a 4 jours, quoi. On avait fait un formulaire avant tout pourri où les personnes pouvaient dire qu'elles s'intéressaient laisser leur email disant qu'elles s'intéressaient au webinar. Donc ça, c'était en 7 jours, on a fait ça. On a bombardé le contenu, on a créé un événement LinkedIn, on a eu plus de 3000 participants. Hier soir, on n'avait pas la landing page. Donc on s'est dit, bon, bah, faut quand même une landing page parce que l'objectif après ce webinaire, c'était de vendre une formation. Donc, on a créé la landing page hier avec ChatGPT aussi, ça nous a pas mal aidé.
On a tout créé hier. Et ce matin, on s'est levé assez tôt. Ce matin, on a fait les derniers réglages pour le support de formation. Ça a duré de webinaire, ça a duré 1 heure. Et en 1 heure, on a montré qu'est-ce qu'on faisait en fait tout simplement. Comment utiliser ChatGPT. Moi, au niveau LinkedIn, donc business, publicité, prospection pour les équipes marketing, équipes vente, communication, et lui qui est plus SEO, RH, qu'est-ce qu'il faisait en fait et comment il automatisait tout ça avec Zapier, Make et Notion. Donc lui, dans un niveau un peu plus avancé. C'est top parce qu'il m'a bien aidé à ce niveau-là. Et moi, je l'ai aidé avec tous mes hacks sur LinkedIn pour avoir quelques milliers de personnes lors du webinaire. Donc, il y a 2 semaines, on s'est dit, on lance ça, on va voir. On va même pas créer la formation parce que la formation, elle n'est pas créée encore. On a le contenu, mais on n'a pas créé de formation. On s'est dit, on va juste faire des préventes. La formation, on va la rendre accessible à 150 € en prévente. Je peux pas leur dire ça à ceux qui viennent de payer. Ah, mais on l'a dit, ça. Ça, on l'a dit, tout ça. Ah, nous, on est ultra transparent. On a dit, on a dit, voilà ce qu'on fait. On a les trucs, on est en train de créer une formation. Elle va sortir le 9 mai. Elle va être à un prix qui est autour de 150 €. Et aujourd'hui, on le fait à 90 €. On n'a pas fait la formation, on vous a juste montré qu'est-ce qu'on faisait. C'est 90 € aujourd'hui. On a commencé à 12h30 le webinaire, on a fini à 13h30. À 13h35, on avait vendu 10 ou 13 000 € de prévente à la formation. Et ça, c'est ouf. Les mecs sont malades. Et ça montre la puissance en fait d'une communauté parce que moi, je vendais rien en fait. Je vendais mes services et très souvent, c'est faut qu'il y ait un peu de budget pour pas mal de monde. Mais j'étais en contact avec plein de monde, je publie à fond sur le sujet, j'ai une communauté qui me suit, Brice aussi. Et derrière, on s'est dit bon bah vas-y, on va essayer de faire ça. Au pire, on est 200 personnes. Si on fait 2-3 ventes, bon bah voilà, ça lancera le business, un peu de formation, ça va nous faire de la visibilité. Mais en fait, on a tout cassé et quand j'ai ouvert mon Stripe, quand j'avais fait un paiement, regarde, je vois 10 000 €. Je fais waouh! Et là, ça n'arrête pas d'augmenter. Ça n'arrête pas d'augmenter. Là, on est à 14 000 là. Hop, je viens de regarder. On est à 14 000, tu vois. Et c'est juste des préventes. Le mec va prendre son apéro avec son téléphone. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, ce qui est fou, c'est que c'est des préventes, quoi. Après, on va derrière délivrer à fond. La formation, elle va être lourde. On va assumer. Et voilà, on s'est inspiré aussi, encore une fois, des meilleurs qui donnent des formations. On a regardé ce qui se faisait pour faire la landing page, on a regardé ce qui se faisait pour le teasing, pour la production de contenu, pour le live. On a tout fait ça, on a tout construit en fait et appris en même temps. Et ça, je pense que ChatGPT, ça va révolutionner ça. Et digital, ça révolutionne ça, c'est que tu peux créer un projet au jour le jour et avoir plein de connaissances que tu apprends sur le web avec ChatGPT, tu t'aides et tu peux tout mettre en place beaucoup plus rapidement. Et pour les personnes qui sont très curieuses et qui sont débrouillardes, comme moi, je pense, ça permet en fait d'être une aide ultra importante dans le business parce que tu peux être très versatile et switcher très rapidement. Et là, c'est la preuve en fait. On a créé une communauté, on a réussi à vendre un produit grâce à ChatGPT parce qu'on a créé la formation, créé le webinaire et on a utilisé ChatGPT et on a réussi à créer ce momentum et vendre tout ça en l'espace de 2 semaines, quoi, en partant de rien. Et je pense que de plus en plus, avec ChatGPT, il y a plein de métiers qui vont disparaître, mais pas vraiment disparaître, c'est juste s'adapter. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite sur les sujets. Parce que rédiger une landing page, là, on a juste alimenté d'exemples de landing page, on lui a donné les bonnes pratiques, on lui a dit ce qu'on voulait faire, il nous a produit une landing page. Donc, quand tu sais gérer ça, tu vas très vite. Bah, ne serait-ce que les métiers de rédacteur SEO. Mais lui, il est rédacteur SEO. Il est rédacteur SEO, Brice, et lui, il automatise des productions d'articles. Je crois que c'est 1500 mots en 3 minutes. Et après, il repasse dessus. Il dit que ça fait, si je me rappelle bien de la présentation qu'on a fait, c'était 91% de son boulot. Je sais pas pourquoi. Ouais. Donc et ça, c'est ce qu'on va donner pendant la formation. Donc on leur a montré en fait aux personnes ce qu'on faisait et c'est ouf. Je suis ultra content parce que on n'a pas voulu faire un prix très cher. Je pense que 90 € c'est rien par rapport à la valeur ajoutée, même 150 €. Et au final,
bon, bah, on est content, quoi. On n'a plus qu'à produire la formation. Elle va être ouf, c'est sûr. Et ça nous a permis de créer, sans se connaître. J'ai jamais rencontré ce type, hein. On s'est parlé par chat et on s'est fait des meets et on a créé un business, quoi. Bah écoute, c'est un beau premier POC. Voilà, c'est ça. Bah écoute, mille merci Jérémy. C'était vraiment super cool de t'avoir. Et bah du coup, c'est via quoi? C'est via ton profil LinkedIn qu'il faut venir Ouais, les te personnes compléter? peuvent me contacter via le profil LinkedIn. N'hésitez pas à mettre un message dans la demande de connexion, comme ça me permet de comprendre s'il y a une demande. Vu que j'ai dépassé là les 30 000 personnes, je peux pas accepter de nouvelles personnes. Excuse-moi. Non, 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 c'est vrai que c'était ultra arrogant, ça, ultra arrogant, mais bon, c'était pas du tout l'objectif. Mais c'est pour ça que c'est mieux parfois de savoir en live, c'est que parfois t'as des réactions, des commentaires ou des personnes qui ont un point de vue sur toi qui est pas du tout vrai, quoi. Et ouais, c'était pas du tout arrogant. Petite note, c'était pas du tout arrogant. Bah écoute, on restera là-dessus. Mille merci à toi. Merci à toi aussi, Salut Vincent. Jérémy. Ciao, ciao.